Petit, je regardais ce globe avec envie. Je rêvais de croquer le monde, de parcourir l'Afrique et ses déserts. Je voulais voir les éléphants, partir à la rencontre des Berbères et des aborigènes d'Australie. Dans mes yeux d'enfant, tout était possible. Mais aujourd'hui, ces rêves de voyage sont-ils encore réalisables? N'ont-ils pas été rattrapés par l'actualité? En tant que Français, sommes-nous encore les bienvenus dans le désert, en Égypte ou au Kenya? Où aller? Et surtout, où ne plus aller? Mon voyage débute dans l'est de l'Égypte, à Sharm el-Cheikh, une station balnéaire bien connue des Français, aux portes du désert du Sinaï, à seulement 5 heures de Paris. Pourtant, ce jour-là, sur la plage, j'ai l'étrange impression d'être un touriste à part. Autour de moi, des Russes, des Anglais, mais pas de Français à l'horizon. Aucun mis à part Bruno. Bonjour, vous êtes Français? Oui, tout à fait. Un vacancier solitaire qui a le même sentiment que moi. Vous avez vu d'autres Français dans votre hôtel? Aucun. Ça fait 15 jours que je serai ici. Aucun Français. Mais aucun. Je suis le seul. Mais où sont passés les Français qui bronzaient il y a encore 4 ou 5 ans sur les plages de Sharm el-Cheikh? Pour Bruno, ils ont peur de venir. L'ombre du terrorisme plane sur l'Égypte. Quand je suis au travail, que j'y tiens, je m'en vais 15 jours en Égypte en vacances. Tout le monde me dit « Ah, t'as pas peur moi, j'irai plus en Égypte, avec tout ce qui se passe, tout ça. » Mais je leur dis, tu sais, en France, ils font aussi des sales trucs, quoi. Je veux dire, faut pas aller en Égypte pour mourir. Fameux taxi. Bruno fait référence à l'attentat à la voiture piégée qui a frappé la ville en 2005, tuant 88 personnes. Il a malgré tout décidé de venir ici pour réaliser un rêve, plonger en mer Rouge. Sur place, il a rencontré Magali, responsable d'un club de plongée et irréductible française. Elle a jeté l'ancre à Sharm el-Cheikh il y a 15 ans et n'envisage pas de partir. On n'est pas à l'abri que quelque chose arrive, on sait jamais, quoi, mais pas plus ici qu'ailleurs. Voilà, ça a sauté à Paris, quoi, je veux dire. Vous ne vous sentez pas plus en insécurité ici qu'à Paris? Oh, je me sens plus en sécurité ici qu'à Paris. En allant plonger avec Magali et Bruno, je découvre qu'ici farniente rime avec haute sécurité. Les touristes côtoient la police et l'armée. Il est interdit de filmer. Et pour embarquer sur le bateau, il nous faut même franchir un portique de sécurité. Comme si tout était fait pour nous préserver, nous les touristes, d'un danger omniprésent. Bonjour. Vous vous sentez en sécurité sur un bateau? Oh, j'en sais rien, ça, par contre. Ouais. Après, on va pas psychoter, mais s'ils veulent nous pas. S'il se passe quelque chose, ils peuvent. Mais je pense qu'en mer, on est quand même surveillé par l'armée. Mais c'est quelque chose que vous avez toujours à l'esprit ou c'est parce que je vous en parle? Non, non, je l'ai à l'esprit. Non, je l'ai à l'esprit. C'est pas des pays faciles, hein, quand même. Pourquoi il y a autant de surveillance? Pourquoi on voit la police partout, l'armée 1 heure de navigation plus tard, Bruno a laissé de côté ses craintes d'attentat et peut se concentrer sur ce qu'il est venu s'offrir en Égypte. Le calme et la beauté des fonds de la mer Rouge. Une eau cristalline, des coraux multicolores, l'un des plus beaux récifs au monde. À 20 mètres de profondeur, Bruno nage avec les mérous ou les poissons clowns. Une parenthèse dans ses vacances ultra sécurisées. Très belle plongée. Sur le chemin du retour, Bruno me fait une confidence. Quand il est en Égypte, il ne dit pas qu'il est français. Bruno prétend qu'il est belge. Je pense qu'il vaut mieux être belge que français en Égypte, quoi. On n'a qu'à rien que prendre l'exemple, le Mali, quand même la France, notre président actuel a quand même décidé qu'on soit les premiers au front, quoi. L'armée française est bien représentée au Mali, quoi.
Et quel rapport vous faites entre le Mali et l'Égypte? Bah, la religion, quoi. Pour vous, le fait que la France combatte au Mali, ça peut faire de vous une cible ici? Ou ça peut changer le regard des gens sur, le touriste que vous êtes? Oui, oui. Cette année, Bruno se contentera des plages protégées de Sharm el-Sheikh. Pas question pour lui de s'aventurer dans les montagnes du Sinaï. Mais sa crainte est-elle justifiée? Je décide d'aller dans le désert du Sinaï pour voir si les touristes y sont en sécurité. Bonjour, ça va bien? C'est Khaled, le mari de Magali, qui m'emmène. La voiture, elle est bien? Je vais monter devant avec toi? Nous quittons la côte par la seule et unique route qui part de Sharm el-Sheikh. Une route bordée sur plusieurs dizaines de kilomètres d'un muret ou de grands monticules de terre dont Khaled m'explique l'utilité. C'est pour interdire les voitures de passer dans le désert, de rentrer sur la route. Ils doivent rentrer par les routes normales. Donc en fait, on a l'impression que c'est des travaux, mais pas du tout. C'est pour empêcher tous les véhicules d'accéder directement du désert. Je vais vous montrer encore. En plus d'être sécurisée de l'intérieur, la station balnéaire est devenue une enclave dont tous les accès sont contrôlés par des barrages routiers. On va voir le Cheikh Saïd Salama. Ça fait combien de temps que c'est sécurisé comme ça? Ils ont fait ça fait 10 ans presque, on va dire. Depuis 2005? On peut dire oui. Après les attaques, après l'attentat où il y a la voiture qui est rentrée dans Sharm el-Sheikh, c'est ça? Oui. Khaled souhaite m'emmener plus profondément dans le Sinaï, là où vivent les Bédouins. Pour cela, nous passons prendre en route l'une de ses vieilles connaissances, le Cheikh Saïd Salama. Chef de la tribu Massaïd, il contrôle la première partie du désert en sortant de Sharm el-Sheikh. À cet instant, selon le ministère des Affaires étrangères français, nous sommes dans une zone classée orange, déconseillée aux touristes, sauf raison impérative. Une aberration pour Khaled. Nous sommes sur la route de Dahab, c'est orange. Est-ce que vous voyez que c'est orange? Est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel ou quelque chose qui ne va pas? Il y a des checkpoints, il y a la police. Il n'y a pas de raison pour ça. On vit là. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Ma femme française, Magali, elle vit avec moi, ça fait 16 ans. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Il y a encore quelques années, les touristes venaient en nombre faire du quad dans ce désert de pierre. Aujourd'hui, on en croise très rarement. Khaled et le Cheikh Saïd Salama veulent me faire découvrir un haut lieu touristique du Sud Sinaï. Le monastère Sainte-Catherine, à 200 km de là dans les montagnes. Pour y accéder, nous devons franchir plusieurs barrages routiers et à chaque fois, présenter nos papiers. Mon passeport français semble m'ouvrir la route. Les autorités n'ont pas l'air du tout de craindre pour la sécurité du touriste que je suis. Bonjour cher, vous venez de Sharm, c'est ça? Bon, t'as leur passeport? Vous venez d'où, vous? Tout va bien, c'est des Français. Français? Hein? Quoi, les deux, les trois, tous? On est français. Qui est français? Yes, my friend. Mon ami et moi, on est français. Thank you very much. Bon, oui, ça va, c'est bon. Thank you. Plus je m'approche du monastère, plus la présence militaire se fait sentir. Pour le Quai d'Orsay, nous sommes en zone rouge, formellement déconseillée. Sur cette route, il y a encore 2 ans, plusieurs touristes ont été enlevés. Et puis, il se dévoile, caché au milieu des montagnes. Le monastère orthodoxe Sainte-Catherine, construit au VIe siècle par les moines pour se protéger des nomades du désert. Ironie, ce sont aujourd'hui ces nomades qui gardent les lieux et attendent en vain les quelques touristes qui osent encore venir ici. Je fais la rencontre de Salama,
bédouin et guide dans le monastère. Tu viens de quelle tribu, toi? De la tribu de Jebelaya. Ok. Depuis les enlèvements de touristes perpétrés dans le sud Sinaï et les attentats, il n'a plus grand monde à guider au milieu de ces vieilles pierres. Tu vois, ça, c'est une relique du buisson ardent. Celui qui brûlait quand Moïse était là. Un lieu de pèlerinage sacré pour les chrétiens, les juifs ou les musulmans, que Salama se désole de voir vide. Les gens ont peur, mais il n'y a pas de problème. Avant, il y avait beaucoup de monde ici. Il tient à tout prix à me montrer que la zone est sécurisée et souhaite que je rencontre le chef de sa tribu, le cheikh Ahmad Rached El-Gebali. Le cheikh règne sur la tribu Jebelaya, 7000 bédouins, dont 85% vivent du tourisme. Pour lui, il est fondamental que les touristes reviennent dans le sud Sinaï. Il m'invite chez lui pour parler de la sécurité dans la région. Je peux vous le dire à vous et à tous les touristes en Europe. Venez, n'ayez pas peur. Venez dans le sud Sinaï, passez du temps avec nous. Il ne vous arrivera jamais rien. Les tribus savent comment sécuriser cette zone, conjointement avec la police et avec l'armée. Je fais remarquer au cheikh qu'il y a 2 ans, ce sont pourtant les Bédouins eux-mêmes qui ont enlevé des touristes à quelques kilomètres de Sainte-Catherine. À l'époque, en conflit avec le gouvernement, ils souhaitaient obtenir la libération de Bédouins emprisonnés. Je sais, je faisais partie de l'organisation. Je les ai rencontrés, je suis resté avec eux 24 heures, et ensuite nous les avons libérés. Vous êtes resté personnellement avec ces otages? Oui, je suis resté avec eux, et je leur ai parlé. Nous les avons traités comme des invités. C'était 2 Américains et un Brésilien. On a compris que c'était une erreur. Et je peux vous promettre que cela n'arrivera plus. C'était la première fois qu'une telle chose arrivait dans le sud Sinaï. Après plusieurs années d'instabilité politique, aujourd'hui en Égypte, tout semble fait pour tenter de rassurer les touristes. Mais le 10 juin dernier, un attentat suicide déjoué à la dernière minute à Luxor a de nouveau ravivé les craintes des voyageurs. Et l'Égypte n'est pas la seule destination où les touristes ont désormais peur de se rendre. Je m'envole pour le Kenya, au sud-est du continent. Un pays connu pour ses safaris, mais aussi depuis quelques années pour les attentats qui l'ont frappé. Dans le parc du Masai Mara, les touristes ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Je me suis invité dans le safari photo de 2 jeunes Français, Florian et Anne-Sophie. Pour leurs 2 semaines de vacances, ils ont choisi le Kenya, une destination qui effraie un peu leur famille. Mon père tirait la gueule, c'est son père qui nous a offert. Il n'était pas trop pour le Kenya non plus? Ah, mon père, non. Ouais, toi, il s'en foutait. Ouais. Il était, ouais, bah allez-y, hein. Ça vous fait plaisir. Ouais, toi, ils s'en foutaient. Ouais. Et toi, Florian, c'est tes parents disaient non, ouais, Kenya... ils étaient pas trop chauds, quoi. Ils étaient pas trop chauds. Ma mère est un peu pareil. Par rapport aux événements? Par rapport aux événements, ouais. Dans la savane, les événements, comme dit Florian, semblent bien lointains. Le Kenya offre toujours les richesses de sa faune aux yeux émerveillés des visiteurs. Face à ce spectacle, ils en oublieraient presque les attentats sanglants qui, depuis 2011, ne cessent d'endeuiller le pays. Ah, c'est cool, le guépard. Nous, c'est ce qu'on voulait voir, quoi. Tu vois, c'est... Oh, il est super. La brousse et ses habitants ont l'air si paisibles. On a l'impression que c'est quand même très surveillé. Bah, les entrées dans les réserves, par exemple, c'est déjà, t'as des gardes partout avec des mitraillettes, et beaucoup sur les routes aussi, je trouve. Ouais, il y a beaucoup de contrôles policiers, beaucoup de... et tous, ou des militaires avec les mitraillettes. Alors bah, c'est sûrement dû à ça, du coup, mais tu te sens pas forcément en sécurité.
Alors on est peut-être un peu déconnecté du fait qu'on se dit ah, c'est un voyage et on est un peu dans notre bulle, mais pour l'instant c'est vrai qu'on se sent pas forcément de... Ah non, on se doute pas qu'il y ait des soucis ici, quoi. C'est vraiment... on se dit, c'est un pays comme un autre, quoi. Il n'y a pas de soucis ici. On vient, on s'en rend pas compte. Pourtant, l'attaque d'un campus universitaire vient de faire 148 victimes, à peine un mois plus tôt. Le pays dont la beauté était connue du monde entier s'est vidé de ses touristes. À part Florian et Anne-Sophie, je n'ai pas croisé grand monde pour venir admirer les éléphants. Et sur la côte, la situation est encore plus compliquée. Plus personne sur les transats. C'est ici, au sud de Mombasa, que les touristes venaient profiter du soleil après un safari. Aujourd'hui, les plages ont une allure de paradis désolé. Au grand désespoir de Fred. Il vit ici depuis 15 ans. Il est marié à une Kenyane et tient une agence de voyage qui ne fait plus voyager grand monde. Et toi, tu rentres sans problème. Il m'emmène dans l'un de ces hôtels de la côte, désormais à l'abandon. Voilà. Alors c'est un peu triste. C'est un hôtel 3 étoiles, donc en fait une bonne catégorie. Il y avait plus de 150 chambres. L'hôtel avait pourtant tout pour lui. Face à Diani Beach, l'une des plus belles plages au monde, que je découvre vide de touristes. C'est vrai que ça fait un petit peu mal, quoi, de voir tous ces magnifiques hôtels hein, qui bordent la plage et qui sont désertés, fermés plus ou moins, ou en semi-activité. Bon, c'est redevenu sauvage. Ouais. Bon, c'est bien pour la nature, voilà. Ouais. Malheureusement, pour l'économie locale, c'est un désastre. Un désastre total. Jumbo, Jumbo. Fine and you? Yeah? Sur cette langue de sable fin, il n'y a guère que Youssef le pêcheur. Avant, il emmenait les touristes en balade sur sa barque. Il a dû reprendre ses filets. J'ai travaillé avec Français 6 années. 6 années. Ah ouais, avec les groupes de Français qui venaient dans cet hôtel. Sur un banc de sable, je découvre des touristes naufragés volontaires. 4 Américains qui profitent seuls du spectacle. Bonjour, vous venez d'où? Des États-Unis, Washington. Qu'ont dit vos amis quand vous êtes partis au Kenya? Ils étaient inquiets, mes parents étaient inquiets bien sûr. Mais on n'a pas peur. Bon d'accord, on a un petit peu peur en fait. Et de quoi ont peur les étrangers ici? Du terrorisme. Vous savez, nous on est venus juste après l'attentat de Garissa. Et avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu lire dans les journaux, c'est vraiment effrayant. Vous avez toujours ça en tête? Oui, oui, bien sûr. Garissa, c'est la dernière attaque d'un groupe islamiste somalien lié à Al-Qaïda, les Al-Shabaab, qui a vidé la plage de ces derniers touristes. Fred m'emmène à 30 km de là, à Mombasa, jadis haut lieu du tourisme. Aujourd'hui, la ville est déconseillée aux voyageurs. Dans ce pays à majorité chrétienne, les islamistes venus de Somalie progressent sur la côte depuis quelques mois. Et Fred a vu sa ville changer. Voilà la mosquée qui a été fermée pendant plusieurs mois, suite à une cache d'armes qui aurait été trouvée à l'intérieur. Et un drapeau de djihadistes érigé. Les Shabaab somaliens? Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais jamais vu avant? Non, bien sûr, non. Ça, c'était, ça a fait un coup un petit peu. On ne s'attendait pas. C'était un peu un choc. C'est vrai que. Je ne pensais pas que les extrémistes pouvaient s'afficher comme ça au centre de Mombasa. Pourtant, Fred ne se sent pas en danger à Mombasa. Il m'invite à découvrir la vieille ville, à pied. Donc la vie quotidienne dans la vieille ville de Mombasa. Tout semble paisible. Tout à fait normal. Difficile d'imaginer que 2 touristes, une Russe et une Allemande, ont été tués dans ces ruelles l'été dernier, à quelques jours d'intervalle, provoquant la fermeture de ce quartier historique aux voyageurs étrangers. C'était une visite vraiment incontournable qui a été fermée. Ouais. Donc en fait, il n'y a plus de touristes, plus personne ne vient visiter la vieille ville.
Fred n'envisage pas une seconde de vivre ailleurs. Même si les affaires sont devenues difficiles, il a confiance dans les mesures prises par l'État kényan qui lutte contre la montée du radicalisme. Et dans le pays, tout le monde veut y croire. À Nairobi, la capitale, j'ai rendez-vous avec une Française, installée là depuis 28 ans. Monique dirige une agence de voyage. Hello, I'm looking for vintage travel. Bonjour, Monique. Baptiste. Bonjour, c'est moi. Et le terrorisme fait désormais partie de son quotidien. Hi everybody. Vous parlez anglais? Oui. Hein, bon, il y a eu une attaque... À Lamu, ouais. Donc ça c'est dans le nord-est ouais, du pays. Ouais. Donc là, ce week-end, ils ont tué 11 terroristes, donc... dont un citoyen anglais. Ouais. 11 terroristes liés aux islamistes somaliens, dont le chef était d'origine britannique, ont attaqué une base militaire kenyane sur la côte au nord de Mombasa. Rien d'effrayant pour Monique. Bien au contraire. Vous ne vous sentez pas en danger ici Au contraire, moi je vois que quand on les arrête, je ne suis pas en danger. Voilà. Ah non, vous n'allez pas me faire dire ce que je veux pas. Hein. Je ne me sens pas en danger. Voilà. Monique, une forte personnalité qui, du haut de son 1,60 m, tient tête aux terroristes à sa manière. Elle tient à me montrer l'endroit où elle va réinstaller son bureau dans quelques semaines. Au cœur de Nairobi, dans un centre commercial dont le nom est tristement célèbre. Le Westgate. 21 septembre 2013. Un samedi après-midi en pleine période d'affluence, 4 terroristes Al-Shabaab font irruption dans ce centre commercial et font feu à l'arme automatique sur les clients. De riches Kenyans, mais aussi des Occidentaux qui font leurs courses. Le bilan est extrêmement lourd. 67 morts, dont 2 Françaises, et plus de 200 blessés. Monique avait son agence de voyage au 2e étage du centre commercial. Par chance, le jour de l'attaque, elle n'était pas au bureau. Depuis 2 ans, le Westgate est en travaux. Allô? Isaac is there? Alors là, c'est votre futur bureau. Voilà, c'était notre ancien futur bureau, voilà. Is it the one I've chosen? Monique a décidé de s'y réinstaller malgré les mauvais souvenirs. Ici aussi, les terroristes sont venus, il y a eu des impacts de balles, vous disiez dans votre bureau. Ouais. Ils sont arrivés par là, ils sont venus là, voilà. Et notre staff qui a été très bien suivi par des psychologues, etc., ils sont prêts à revenir. Et c'est aussi, je pense, enfin bon ça c'est personnel, hein, mais c'est une marque de respect par rapport aux personnes qui ont perdu la vie, qu'on continue à se battre pour elles. Si personne ne revient, si on ferme, bon ça y est, Al-Shabaab a gagné. Hein. Le centre commercial devrait rouvrir ses portes courant juillet et accueillir à nouveau les clients, presque comme si rien n'était arrivé. Dans ces pays frappés par le terrorisme, comme le Kenya ou l'Égypte, il faut composer avec la menace et mettre en place des mesures de sécurité pour rassurer les touristes. Mais que faire dans les régions où les risques d'attentats semblent plus éloignés et où pourtant les voyageurs ont peur de se rendre? Ma dernière étape se situe à 8000 km du Kenya, au Maroc. Plus précisément, dans l'extrême sud du pays, à plus de 8 heures de route de Marrakech, loin des grands hôtels et du tourisme de masse. Ici commence le désert, les grands espaces et la chaleur étouffante. Le paradis des amateurs de trek. Bonjour. Bonjour Baptiste. Bienvenue Hassan. Merci. Bonjour, vous êtes Daniel? Je suis Daniel. Merci de nous recevoir. Enchanté, avec plaisir, avec plaisir. C'est l'endroit qu'ont choisi Hassan et Daniel pour monter leur bivouac. Des habitations simples, en pisé et en toile, de l'authentique, ce que viennent chercher certains touristes. C'est la nuit. C'est super. C'est des tentes à 3 lits, à 2 lits, à 4 lits, familiales, en couple. Il y fait un peu chaud pour l'instant. Dans les derniers mois, de nombreux touristes français ont tiré un trait sur leur rêve de désert. L'hiver dernier, Hassan et Daniel ont été confrontés à une vague de désistement. On a eu 4 annulations au jour de l'an. Déjà un groupe de 27 personnes. Un groupe de 27 qui est annulé, oui.
Et pourquoi ils annulent? Pour le jour de l'an, ils ont annulé parce qu'ils avaient peur de venir dans le désert. Suite à la mort d'un guide randonneur français, Hervé Gourdel, assassiné en Algérie par des islamistes, les touristes français ont commencé à annuler leur voyage. Le fait que ce soit un Français et que cette personne-là, elle a été visée parce qu'elle était française, ça fait peur aux Français, vous pensez? Ça fait peur aux Français, sûrement, oui. Des voyageurs français, il y en a encore quelques-uns qui viennent frapper aux portes du désert. C'est le cas de Charles et Chloé, deux Parisiens en recherche de dépaysement. C'est bien passé la route? Ouais, super. Ouais. C'est un peu long, mais ça vaut le coup quand même. Ouais, hein. ça vaut vraiment le coup, on passe. Quand ils ont planifié leur voyage, Charles et Chloé n'ont pas pensé au terrorisme. C'est dans le regard de leurs amis qu'ils ont pris conscience que la destination pouvait faire peur. Moi, c'est en parlant avec les gens, en fait, c'est la réaction des gens plutôt qui m'a fait penser que peut-être j'avais eu tort de me dire c'est bon, je vais au Maroc. Moi, ça m'était même pas venu à l'idée. Ouais. Mon chef, la première chose qu'il m'a dit, je posais 15 jours pour aller au Maroc, il m'a dit je te préviens, je paye pas la rançon. Enfin, je veux dire, c'est des trucs comme ça, mais c'est... Non, il est gentil, il a dit qu'il paierait la rançon. Mais c'est... Voilà, et c'est... Moi, c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé. Le lendemain matin, après une courte nuit, Charles et Chloé partent pour 2 jours de randonnée dans le désert, seuls, avec leurs 2 guides et les dromadaires. Dans le désert, bien sûr, à la tombée de la nuit, il ne faut pas s'éloigner du bivouac. Bien sûr, il ne faut pas s'éloigner, il faut rester toujours regroupé avec leur personnel parce qu'il peut y avoir une tempête des sables et d'un endroit à un autre, on peut voir un changement du paysage et être perdu rapidement. Alors, le risque, c'est de se perdre, on est d'accord. Voilà, c'est vraiment que ça. La caravane se met en route et les 2 Parisiens basculent dans l'immensité du désert et ses dunes à perte de vue. Après une longue journée de marche, je retrouve Chloé et Charles à leur bivouac. Les 2 Français sont émus. C'est un côté un peu immaculé, je sais pas comment dire. C'est vraiment... Il n'y a pas de traces d'homme, Enfin, c'est magnifique parce que voilà, c'est vraiment un grand paysage vierge. Comment ça fait une drôle de sensation là, quand le vent se lève et qu'on a, tout ce sable qui nous arrive dessus. Cette chaleur, enfin, c'est quand même une sacrée expérience, quoi. Chloé et Charles sont visiblement touchés par la magie du désert, loin, très loin des craintes de leurs proches pour leur sécurité. Mais je vais vous en montrer une autre. Je leur demande tout de même s'ils ont conscience d'être à quelques kilomètres à peine de l'Algérie, une zone dangereuse selon le Quai d'Orsay. Du Maroc. Et en gros, nous, on est à peu près ici. D'accord. Donc on est à quelques kilomètres d'une zone classée rouge. J'ai pas besoin de voir la carte pour me douter de quelle couleur est l'Algérie. Je m'en doute qu'elle est classée rouge, donc... Surtout le sud, oui. Sans douter un peu. C'est vrai qu'après, je pense qu'on a aussi confiance dans la façon dont ils gèrent et contrôlent leurs frontières au Maroc. Je pense qu'elle est protégée, leurs frontières, donc ça me pose pas de problème. C'est difficile de dire qu'avec un pas de plus, on bascule de la zone jaune à la zone rouge, pardon. Mais pour autant, je pense que si la France a classé cette zone ici comme jaune, c'est parce que ils estiment que la frontière est bien tenue aussi. Mais que vaut réellement cette frontière? Vaste étendue désertique qui sépare Chloé et Charles d'une zone considérée comme très dangereuse pour les touristes par le Quai d'Orsay. Le lendemain matin, avec Hassan, je décide de m'en approcher. Il me certifie qu'elle est étroitement surveillée. Nos 2 voitures quittent les dernières pistes et nous arrivons à proximité des montagnes, la fin du territoire marocain. Hassan m'explique qu'elles abritent des radars qui surveillent la zone. Tu me disais quoi là? Ne le filme pas. Pourquoi? C'est secret, il ne faut pas le dévoiler, ces gens. Le fait qu'il y ait des radars, tout ça, c'est secret. C'est ça qui est intéressant, justement. On passe pas inaperçu.
Là, tu penses qu'il y a des gens à Rabat ou à Casablanca qui savent que... C'est normal, il y a des radars qui sont dit en communication. Une voiture est passée ici, on sait laquelle. Et ils sont où ces radars? Sur la montagne là? Ils sont planqués sur la montagne. Mais ça, tu le sais parce que tu les as vus ou parce qu'on te l'a dit? Je les ai déjà vus. Ces mystérieux radars, je ne les verrai pas. Mais alors que nous roulons depuis plus d'1 h 30 sans avoir croisé le moindre véhicule, en pleine tempête de sable, comme sortis de nulle part, des militaires viennent à notre rencontre. Cache ton truc. D'accord. Ils savent le message. Ils savent qu'on est venu ici, donc tout est vérifié. Ils ont visiblement repéré nos voitures. Je leur dis être venus visiter un mausolée. Alors qu'au Maroc, tout semble être fait pour garantir la sécurité des touristes, rares sont les voyageurs qui viennent encore dans le sud. Mamid, l'un des derniers villages avant les dunes, s'éteint peu à peu, faute de touristes. À une dizaine de kilomètres de Mamid, perdu dans un désert de pierre, j'ai rencontré Mbark. Il y a 3 mois, il a quitté le confort de la ville pour retourner à sa vie de nomade. Je préfère la ville, avec l'électricité, l'eau et tout ça. Mais c'est la vie. Mbark s'était reconverti en chamelier pour emmener les touristes dans le désert. Aujourd'hui, il surveille ses chèvres et profite seul de la beauté de ces grands espaces. Une beauté qu'Mbark et tous ceux que j'ai rencontrés se désolent de ne plus pouvoir partager avec les voyageurs comme avant.